Soyez les bienvenus. Les hépatites B et C affectent 325 millions de personnes dans le monde. Elles ont causé 1,3 million de décès en 2015 selon l'OMS. Seule une personne sur 20 atteinte d'une hépatite le sait. 1% des malades ont accès à un traitement. Quelles sont les avancées en termes de traitement, justement? Quel accès au dépistage? Voici les principales articulations de ce talk consacré à la santé. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le docteur Alla Kwadjo Émile, hépato-gastro-entérologue, coordinateur du programme national de lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire. Docteur, bienvenue parmi nous. Bienvenue, merci madame. Alors, docteur, les hépatites, de quoi il s'agit? Les hépatites sont des maladies du foie provoquées par des virus. Ces virus sont au nombre de 5. Vous avez l'hépatite virale A, l'hépatite virale B, l'hépatite virale C, l'hépatite virale D et l'hépatite virale E. Ce sont ces 5 virus-là qui ont été couramment décrits. Il existe d'autres virus, mais qui ne sont pas vraiment des pathologies d'actualité. Alors, hépatite A, B, C, D, E, virus, pour faciliter la compréhension à nos téléspectateurs, donc de quoi il s'agit concrètement? Ce sont des maladies du foie qui vont être provoquées par ces virus. Donc ces virus-là vont infecter le foie et ces virus se transmettent différemment. Vous avez les virus A et E qui sont de transmission orofécale, c'est-à-dire des hépatites qui vont être transmises à travers les aliments souillés par les selles des malades, l'eau de boisson souillée par les selles des malades, parce que ce sont des virus qui sont présents dans les selles et les sécrétions digestives, les excrétats digestifs. Donc ce sont des hépatites des mains sales, ce sont des hépatites de la mauvaise hygiène corporelle, ce sont des hépatites du péril fécal, c'est-à-dire elles vont sévir là où les populations font leurs selles un peu partout dans la nature sans utiliser de WC ou de latrine. Et à côté des virus de l'hépatite A et E, vous avez les virus de l'hépatite B, C et D qui se transmettent exactement comme le VIH-Sida, c'est-à-dire par le sang. Le sang est le liquide qui contient beaucoup de virus. Et puis ensuite, vous avez d'autres sécrétions de l'organisme, telles que le sperme, les sécrétions vaginales, la salive. Et le dernier mode de contamination, c'est la transmission mère-enfant. Une femme enceinte peut infecter son bébé à la naissance si elle est porteuse d'une hépatite virale B, C ou D. Alors, docteur, si je vous comprends bien, il s'agit de maladies qu'on peut éviter en partie si on adopte certaines habitudes. Oui, bien sûr. À partir des modes de contamination, on peut éduquer les populations pour un changement de comportement. Et c'est le rôle justement du programme et de tous ceux qui nous accompagnent à travers cette campagne de sensibilisation des hépatites virales. C'est pour l'éducation et le changement de comportement. Alors, la maladie est catégorisée. Cependant, quelle est la forme la plus grave? Sur les 5 virus, vous avez 2 qui ne vont jamais être des hépatites chroniques. Il s'agit des virus A et E. Lorsqu'on est infecté par ces virus, on guérit généralement 6 mois sans séquelles, sans complications, sauf si on fait une forme grave d'emblée, ce qu'on appelle une hépatite aiguë grave. Et puis les virus B, C et D peuvent, dans certains cas malheureusement, persister dans l'organisme au-delà de 6 mois et provoquer ce qu'on appelle une hépatite chronique. Et cette hépatite chronique, si elle est active, c'est-à-dire si c'est un virus qui est agressif, cette hépatite chronique va se transformer en cirrhose et par la suite en cancer du foie. Donc, si je peux me résumer, les hépatites B, C et D sont les plus méchantes parce que c'est elles qui exposent justement à ces 2 maladies graves qui sont mortelles, que sont la cirrhose et le cancer du foie. À la suite de nos recherches, on a vu qu'en Afrique, particulièrement de l'Ouest, l'hépatite la plus présente est celle communément appelée hépatite B. Qu'est-ce qui explique cela? C'est une répartition naturelle des virus. Lorsque vous prenez la cartographie mondiale des hépatites virales, malheureusement, l'Afrique subsaharienne est la zone la plus touchée. La zone la plus touchée parce que le réservoir de virus est très important dans ces régions du monde. Et puis, comme je le disais, nous avons malheureusement des pratiques qui favorisent aussi la propagation du virus. Vous avez tout ce que vous avez dans la petite enfance, la circoncision, l'excision, qui se font souvent avec des objets souillés entre plusieurs personnes. Vous aviez des pratiques telles que le partage des brosses à dents. Aujourd'hui, dans certaines familles, par exemple, à cause de la paupérisation, on achète seulement 3 brosses à dents pour toute la famille et les enfants, les adultes utilisent les mêmes brosses à dents. Donc vous avez pas mal de pratiques, l'usage du matériel non stérile. Certaines personnes vont dans des infirmeries, font des injections avec des seringues qui sont parfois
juste nettoyer ou bouillir. Donc vous avez toutes ces pratiques par ignorance qui font que le virus se propage, je dirais, à une vitesse grand V, malheureusement dans nos régions. Voilà. Et puis, comme je le disais, avec l'avènement du VIH-Sida, pendant 30 ans, toutes les politiques, toutes les ressources humaines, matérielles, financières ont été mobilisées pour lutter contre le VIH. Ce qui a rendu ces maladies orphelines du point de vue financement et mobilisation. Donc, selon vous, cette mobilisation qu'il y a eu sur le plan international pour le VIH-Sida, si on avait eu cette mobilisation aujourd'hui au niveau du VHB, virus de l'hépatite, on n'en serait pas là? Bien sûr, parce que qu'on dit comparaison n'est pas raison, mais le virus de l'hépatite B a été découvert en 1963. Le VIH, c'est début des années 90, vous voyez. Le virus de l'hépatite B existe depuis 55 ans. Le VIH existe depuis à peine 20 ou 30 ans. Mais vous avez vu la différence. Nous sommes à des taux de prévalence très élevés aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, entre 10 et 13% pour le VHB, 2 et 6% pour le VHC. Et puis, le VIH-Sida, c'est 2,6. Donc, en 55 ans, le VIH-Sida a, disons, supplanté les hépatites virales B du point de vue réduction de la prévalence. Pourquoi? Parce que des politiques efficaces ont été menées. Le VIH-Sida est un modèle de soins qui a fait ses preuves. Et nous pensons qu'à cause des similitudes de contraste entre ces deux virus, on pourrait utiliser ce modèle-là pour l'hépatite virale B. Mais pensez-vous que la population est suffisamment informée pour pouvoir identifier la maladie quand même? La population n'est pas assez informée parce que le concept d'hépatite même dans notre culture n'existe pas. Vous savez, quand on a les yeux jaunes, on dit on a le palu. Moi, dans mon ethnie, on appelle ça le djekwayo. Quand on fait de la fièvre ou de la grippe, bon, chacun a ses appellations. Et comme je vous disais que c'est une maladie de l'ignorance, je dirais 90% de nos patients, quand ils ont ces symptômes-là, ils ne pensent jamais à l'hépatite parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Voilà. Voilà, comme docteur, nous parlons de population. Nous allons voir tout de suite cet élément réalisé par Ange Tizier pour voir si la population a connaissance de cette maladie qui est l'hépatite. L'hépatite, pour moi, c'est une affection qui atteint le foie. Une affection qui atteint gravement le foie. Parce que le foie est défaillant quand cette affection atteint une infection. Et quand le foie est défaillant, comme vous le savez, il sert à régulariser tout le fonctionnement du corps. Et donc, quand vous voyez des malades hospitalisés, atteints de foie, avec coloration des yeux, la fièvre et tout ce que cela comporte, alors on dit que l'hépatite, c'est une affection qui est évitable, bien sûr, mais qui est très redoutable, qui souvent entraîne les gens à la mort. J'entends toujours parler, mais vraiment, je ne sais pas. Je n'ai pas une idée là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui provoque ça, mais je sais que ça attaque les parties telles que les foies. L'hépatite, donc, est une maladie qui ne doit pas être éloignée du palu, mais qui s'attaque au foie. Ce qui fait que souvent, entre hépatite, entre les autres maladies du foie, on a ce genre de confusion, c'est jaunisse, c'est quoi, on ne sait pas bien, mais en tout cas, on sait que l'hépatite, là, est une maladie virale qu'il faut vraiment tout faire pour éviter, grâce au vaccin. J'ai entendu qu'un petit du quartier avait une hépatite, qu'il ne fallait pas que ça salive ou quoi que ce soit, ou ça suive, un truc de ce genre, mais bon, très honnêtement, pas grande connaissance sur l'hépatite. Docteur, nous venons de regarder ensemble cet élément. Une réaction? Oui, nous sommes tous d'accord que les hépatites continuent d'être méconnues des populations. Vous avez vu qu'on avait des niveaux de réponse assez variables. Mais je pense que globalement, le concept commence déjà à faire son petit bonhomme de chemin. Voilà. Il existe quelques éléments de confusion, mais vous avez vu le dernier interlocuteur qui a dit, on m'a dit que c'est une maladie du foie qui peut être transmise par la salive et tout ça. Donc ça veut dire que
progressivement, les populations commencent à s'approprier le message. Mais il y a encore du travail à faire. Et ces éléments de confusion dont vous faites allusion, c'est surtout des maladies comme le paludisme ou encore la fièvre jaune. Voilà. Alors, docteur, quel rôle joue l'obésité, l'alcoolisme et la toxicomanie dans la propagation des virus? Alors, je commencerai par la toxicomanie. De quelle toxicomanie s'agit-il? Lorsqu'il s'agit de toxicomanie avec les injecteurs, c'est-à-dire toxicomanie par intraveineuse, par injection de drogue en intraveineuse, c'est-à-dire les toxicomanes à la seringue. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un virus qui est porté par le sang. Le sang est la substance de l'organisme la plus riche en virus lorsqu'on a affaire à un malade. Les concentrations sont énormes. Alors, si vous vous retrouvez dans un milieu où vous avez affaire à des toxicomanes qui utilisent des seringues qui se partagent généralement, les mêmes seringues, si vous avez un cas d'hépatite B ou C parmi ces toxicomanes, vous êtes certain que tous seront infectés. Voilà. Donc la toxicomanie, du fait que justement, ils utilisent parfois des objets qui ne sont pas décontaminés et qui sont partagés, peut être un mode de propagation des hépatites virales B et C. L'obésité? L'obésité, par contre, ça peut être un facteur de fragilisation du foie. Lorsque vous êtes obèse, vous avez une accumulation de graisse dans les foies. On appelle ça une stéatose hépatique. Et la stéatose hépatique, avec un virus qui cohabite déjà dans le foie, peut déjà vous exposer à des complications graves comme la cirrhose et le cancer. Il y a des cancers, des cas de cancer ou de cirrhose du foie qui ont été rattachés justement à l'obésité, rien qu'à l'accumulation de graisse, indépendamment même des virus et des autres causes telles que l'alcool. Voilà. Je rappelle que vous suivez votre émission, le Talk Afrique, consacrée à la santé. Aujourd'hui, nous parlons des hépatites. Docteur, on dit de façon générale que l'hépatite se caractérise par la perte de l'appétit, la fatigue et la fièvre. Pouvez-vous nous donner davantage d'explications? Pourquoi cela? Bon, je vous ai dit tout à l'heure que la maladie évolue en deux phases, la phase aiguë et la phase chronique. C'est cette phase aiguë qui ressemble abusivement au paludisme ou à la grippe. Donc quand on a le palu, on a également une perte d'appétit. On a des maux de tête, c'est ce qu'on appelle les céphalées, on a de la fièvre, on est fatigué, c'est ce qu'on appelle une asthénie. Le malade peut ressentir des courbatures, des douleurs dans les muscles, on appelle la myalgie, et puis les yeux peuvent devenir très jaunes, c'est ce qu'on appelle l'ictère, et les urines vont changer de couleur, parfois le malade peut se gratter aussi. Donc tous ces signes-là, qui ressemblent abusivement au paludisme, à la grippe ou à la fièvre jaune, comme vous le dites, vont être l'objet de retard de consultation. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, le paludisme se traite à 90% par le biais de l'automédication. Les gens n'ont plus besoin d'aller consulter un médecin et tout ça. On va dans une pharmacie, on dit les signes, on vous donne les antipaludiens, vous passez à la caisse. Ceux qui vont chez les tradipraticiens, dès qu'ils commencent, ça c'est un palu, bon, on dit, comme la dame le disait tout à l'heure, un guéquayo, et puis on vous donne les plantes. Et malheureusement, s'il s'agit d'une hépatite virale, le virus est déjà logé dans le foie et ce n'est pas un traitement antipaludien qui arrivera à le circonscrire. Alors, on parle d'hépatite chronique, aiguë. À partir de quel moment doit-on changer d'appellation? Lorsque le virus persiste dans l'organisme au-delà de 6 mois, on parle d'hépatite chronique. Donc, quand vous êtes infecté, si quelqu'un est infecté au mois de janvier, en principe, à la fin du mois de juin, si la maladie évolue favorablement, son système immunitaire est capable de se débarrasser des 5 virus en 6 mois. Donc on peut obtenir une guérison en 6 mois, sans traitement. Et puis, je vous ai parlé des hépatites B, C et D, c'est les 3 qui évoluent vers la chronicité. Ces 3 virus-là, malheureusement, dans certains cas, entre 10 et 20% des cas globalement, peuvent échapper à cette guérison. Et alors, puis persister au-delà de 6 mois et faire ce qu'on appelle une hépatite chronique. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme national de lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire. Alors, nous parlons du pays même. Quels sont les chiffres et qu'est-ce qui est fait pour freiner la maladie? Je vous ai rappelé les zones, les pourcentages, les prévalences en Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les pays de l'Afrique subsaharienne, nous avons les mêmes taux de prévalence, entre 10 et 13%. Face à ce triste constat, une réponse institutionnelle s'est traduite en 2008-2009 par la création du programme national de lutte contre les hépatites virales. Et puis, ce programme-là, justement, a 3 missions.
la prévention primaire des hépatites virales, qui passe par justement l'éducation et la sensibilisation des populations au mode de transmission et au changement de comportement, et la vaccination. Ensuite, vous avez le dépistage des hépatites virales, des populations en général et des groupes à risque en particulier. Et la troisième mission du programme, c'est la promotion de l'accès aux médicaments et les recommandations de bonnes pratiques pour une prise en charge optimum des sujets infectés. Donc, c'est sur ces trois missions-là que nous avons depuis quelques années développé des axes stratégiques, des plans d'action. Au niveau de la sensibilisation, vous avez reconnu que beaucoup doit être fait, effectivement, parce que la sensibilisation a un coût. Pour pouvoir justement combler ce déficit de financement par rapport au VIH, nous avons, grâce au leadership de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, mis en place un partenariat public-privé avec certaines firmes pharmaceutiques qui commercialisent les tests de diagnostic des hépatites virales et certains traitements. Et c'est grâce à ce partenariat public-privé que nous avons pris en charge un certain nombre de patients à ce jour, en leur offrant le médicament gratuitement et en diminuant de façon significative le coût des examens. Voilà, parce que jusque-là, il fallait 18 000 francs pour se dépister pour l'hépatite B et C. Mais grâce à ce partenariat, avec 2 000 francs, les patients ont réussi à avoir leur diagnostic. Tout à l'heure, vous avez soulevé un point important, il s'agit de la vaccination. Peut-il résoudre le problème? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on peut avoir accès à cela, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays? Oui. La vaccination contre l'hépatite virale B a fait l'objet d'un prix Nobel, parce que ça a été une avancée salutaire. Certains pays du monde grâce à la vaccination contre l'hépatite virale B, l'OMS a décrété le vaccin contre l'hépatite virale B étant le premier vaccin anticancéreux du monde. Voilà, parce que certains pays asiatiques ont pu réduire l'incidence du cancer et de la cirrhose du foie due à l'hépatite virale B grâce à la vaccination. Mais cette vaccination-là doit obéir à une stratégie. En Côte d'Ivoire, elle a été introduite depuis 2002 dans le programme élargi de vaccination. Donc tous les enfants nés en Côte d'Ivoire de 0 à 1 an sont vaccinés contre l'hépatite virale B. Et c'est un vaccin qui est très efficace. En 3 doses, pas besoin de rappel, vous êtes couvert à plus de 95%. C'est un vaccin qui est disponible en Côte d'Ivoire. La dose fait 3 500 francs à l'Institut national de l'hygiène publique. Le problème aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont nés avant 2002, qui ne bénéficient pas, qui n'ont pas bénéficié de ce programme. Ceux-là, il faut pouvoir les rattraper. Faire ce qu'on appelle un calendrier de rattrapage. Donc, les inciter au dépistage et s'ils ne sont pas malades, les vacciner. C'est à ce prix-là qu'on arrivera justement à réduire l'incidence de cette maladie parce que, comme je le disais, le coût de la prise en charge est élevé. Il y a quelques années, pour traiter une hépatite B, il fallait débourser 7 600 000 francs. Parce que le traitement faisait 153 000 francs par semaine. Si vous multipliez 48 semaines, une année, ça vous fait 7 600 000. Une hépatite C, le traitement aux alentours de 900 000 francs. Donc, c'est une maladie qui coûte cher et il n'y a que la prévention qui permettra à certains pays d'Afrique qui ont des ressources financières assez limitées, c'est au prix de la prévention que ces pays-là pourront réduire l'incidence de ce tueur silencieux qu'est l'hépatite virale. Mais malgré toutes ces politiques, tous ces efforts qui ont été faits, la Côte d'Ivoire quand même a un taux à 2 chiffres, 10 à 13%. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour revoir ces chiffres à la baisse? Faut-il une mobilisation internationale en dehors même de la Côte d'Ivoire ou bien? Bien sûr. Il faut que tous les partenaires au développement prennent la décision de financer un plan stratégique d'éradication des hépatites virales B et C d'ici 2030. C'est-à-dire pour les 10 dernières années à venir. De la même façon qu'un plan d'éradication du VIH, on parle des 3,90, a été décidé, mais il faut qu'on puisse mettre en place un plan qui sera financé. Et chaque pays, selon son contexte, va proposer des actions à mener dans le domaine de la prévention, de la sensibilisation, dans le domaine de l'accessibilité au dépistage. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, parfois pour faire le dépistage de l'hépatite B, vous avez des zones où ça n'existe même pas. Les personnes sont obligées de prendre un véhicule, 300-400 km, arriver à Abidjan ou à Bouaké pour faire un test.
c'est difficile à admettre. Donc, si on veut avoir un impact national, il faut que ces outils-là puissent être répandus sur toute l'étendue du territoire. Mais cela nécessite des mesures d'accompagnement pour créer des centres de dépistage dans toutes les régions sanitaires de Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas ces mesures d'accompagnement? Elles existent, mais ne sont pas suffisantes parce qu'aujourd'hui, l'offre de dépistage ne concerne qu'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, certaines villes seulement du pays. Vous voyez, contrairement par exemple au VIH-Sida, où si vous êtes dans le plus petit village de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous pouvez faire votre test pour le VIH. Pour corroborer vos propos même, je rappelle que la Côte d'Ivoire actuellement a un chiffre de 2,6% le taux de prévalence du VIH-Sida, ce qui veut dire que des efforts ont été faits dans ce domaine. Des efforts ont été faits, des efforts qui ont été salués par la communauté nationale et internationale, ainsi que par les partenaires au développement, parce que nous étions à 13%, c'était la catastrophe ici dans les années 92-95, concernant le VIH-Sida. Mais grâce justement à cette mobilisation, et n'oublions pas que la société civile a joué un rôle non négligeable. Aujourd'hui, quand vous comptez le nombre d'associations, d'ONG qui luttent ou alors qui appuient les efforts de l'État dans la lutte contre le VIH, ben, on pourrait passer des heures ici à les énumérer. En ce qui concerne l'hépatite virale, nous avons à peine 2 ou 3 associations en Côte d'Ivoire qui nous appuient dans la lutte. Pour une population de 22 millions d'habitants, ce n'est pas grand-chose. Donc nous voulons justement profiter de ces canaux de communication que nous offrez pour lancer un appel, pour dire ça ne sert à rien de ne pas mourir de VIH, mais si à côté on doit mourir d'hépatite virale, c'est que nos efforts seront vains. Alors juste une question, cette fois-ci, des mesures mondiales ont été notées. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour voir les hépatites baisser? L'OMS a décrété le 28 juillet comme la journée mondiale de l'hépatite virale, de lutte contre les hépatites virales depuis 2011. Donc nous disons qu'il y a déjà des avancées. Parce que pour un virus découvert en 1963, si c'est en 2011 qu'on veut célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, ça veut dire qu'on a mis du temps à comprendre que c'était une menace. Ensuite, on a eu des initiatives au plan africain. Il y a eu l'appel de Dakar, initiative panafricaine de lutte contre les hépatites virales. Vous avez eu également, si vous étiez au mois de décembre à Abidjan, ICASA. ICASA qui s'est déroulé à l'Hôtel Ivoire concernait le VIH et les IST, et notamment les hépatites virales. Ensuite, récemment, nous avons eu le privilège et l'honneur d'accompagner Madame la ministre à Bordeaux, où l'appel sur les hépatites virales a été lancé à l'occasion d'Afra-VIH. Donc, nous nous rendons compte qu'au plan international, les lignes commencent à bouger. Tout ce que nous demandons, c'est que les partenaires au développement accompagnent ces initiatives. Parce que tout ça, pour le moment, c'est sur papier. On sait ce qu'on doit faire, mais il faut que les financements arrivent et il faut que les plans soient vraiment appliqués. Tout à l'heure, docteur, on avait évoqué un point qu'on n'a pas eu, que vous n'avez malheureusement pas développé. Rapidement, la toxicomanie, le rôle qu'il joue dans la propagation du virus. Pouvez-vous nous en parler? La toxicomanie, comme je le dis, généralement, elle est faite par des personnes qui sont un peu marginales. Elles sont, puisque c'est une activité illégale, elle ne peut pas se faire au grand jour. On se cache pour se droguer, on se cache pour consommer des stupéfiants. Et en se cachant, on fait des choses parfois qui ne sont pas bien. Malheureusement, comme je vous le disais, les hépatites virales B et C, se transmettant exactement comme le VIH, n'échappent pas à ces pratiques-là. Il y a quelques années, avec Médecins du Monde, nous avons mené une étude chez les usagers de drogue en Côte d'Ivoire. Et nous sommes constatés que ces usagers de drogue-là avaient des taux de prévalence de l'hépatite B et C superposables à la population, aux données nationales. Vous voyez? Et comme je vous le disais, lorsqu'il s'agit d'une toxicomanie par drogue intraveineuse, ça ce qu'on appelle les injecteurs, il arrive parfois qu'au sein d'une communauté, à partir d'un sujet malade, lorsque les seringues seront partagées, au bout de quelques jours, quelques semaines, toute la communauté se retrouve infectée par les virus. Parce que c'est un virus qui est porté par le sang. Donc, en agissant sur la toxicomanie, en réduisant l'impact de ce fléau sur notre jeunesse
indirectement, on va réduire aussi l'incidence des hépatites virales B et C dans cette population vulnérable. Je voudrais revenir sur les chiffres de l'OMS à l'entame de mes propos. Et sur 20 personnes atteintes d'une hépatite, une seule personne le sait. Est-ce le cas ici en Côte d'Ivoire, malgré toutes les campagnes de sensibilisation que vous menez? Oui, de toutes les façons, l'analyse situationnelle au plan mondial, en fait, reflète l'analyse situationnelle dans les pays, puisque ce sont des informations que l'OMS collecte à partir des États membres. Et ce sont des données qui reflètent un peu la tendance générale. C'est pour vous dire que, effectivement, l'offre de dépistage, elle est très, très, très faible. Si je prends un taux de prévalence de 10%, ça veut dire que si dans cette zone, je rassemble 100 personnes, il y a 10 qui ont l'hépatite virale B, mais qui ne le savent pas, qui vont qu'à leurs occupations, qui vont au travail, qui font du sport, enfin, la ménagère. Non, parce que c'est une infection silencieuse. Vous voyez? D'accord. Donc, celui qui ne sait pas qu'il est malade est un danger pour lui-même et pour les autres. Il va continuer à contaminer dans son entourage parce qu'il ne sait pas qu'il est malade. D'accord. Et puis ensuite, un matin, il fera une cirrhose ou un cancer du foie et ce sera trop tard. D'accord, docteur. Nous sommes arrivés à terme de cette émission. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que nous voulons lancer un appel, aussi bien à la communauté internationale, aux partenaires au développement, aux décideurs politiques des États, aux organisations non gouvernementales, à la société civile, aux professionnels de la santé et enfin aux médias. Nous voulons lancer cet appel pour dire qu'il faudrait que chacun de nous se sente investi d'une mission, celle vraiment de se mobiliser autour d'un combat commun. Et ce combat, c'est vraiment de réduire l'incidence et la prévalence des hépatites virales B au sein de nos populations avant 2030. Merci beaucoup, docteur Alla Kouajo Émile. Je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue, directeur coordonnateur du programme de lutte contre les hépatites en Côte d'Ivoire. Nous espérons que votre message sera reçu partout dans le monde. Merci à vous qui nous suivez depuis vos pays respectifs. Nous vous retrouvons très prochainement sur nos antennes.